Ok, je réponds au nom de Ngon Dingamlum Goto, Alram Gobna Ngarndolejim. Je suis metteur en scène, comédien, maître conteur. Je suis directeur de la compagnie théâtrale Le Roseau de Ouagadougou. Bon, mais je suis également, je suis d'abord enseignant de formation, donc professeur de français. Et c'est par la suite que j'ai fini par me consacrer uniquement à l'art, voilà, pour vivre désormais de l'art. Donc, je donne des cours de vacation à l'École supérieure de théâtre Jean-Pierre Guinganet, au CEFRA, au Centre de formation et de recherche en art vivant, et également des cours de formation en art de l'oralité avec un accent particulier sur les contes à l'université Joseph Kizerbo, section AGAC, à l'UFR LAC, section AGAC. Bon, ici vous me demandez de parler un peu de l'influence de la France et ses ingérences dans les affaires africaines jusqu'à nos jours où elle est en train de... Elle est en plein dans son déclin maintenant. Bon, mais tout est parti d'abord depuis la colonisation où elle a réussi à avoir la main mise sur quelques États africains qu'elle a colonisés. Et lorsque, à un moment donné, elle était aux prises avec la guerre avec l'Allemagne nazie, où la France était occupée, le général de Gaulle a dû fuir en Angleterre. Et c'est depuis l'Angleterre qu'il a lancé l'appel pour la résistance et la reconquête du territoire français. Et tout de suite, le général de Gaulle a lancé l'appel vers ces États colonisés. Et en promesse à leur action pour venir l'aider à sortir la France des griffes des nazis, c'était de leur accorder l'indépendance. Alors, c'est ce qui a valu également la réponse des États africains, ces ex-colonies, qui ont répondu positivement à son appel. Et le premier à répondre à l'appel du général de Gaulle, c'était M. Félix Éboué, qui était gouverneur de l'Afrique centrale francophone, avec résidence à Fort-Lamy, actuel N'Djamena. Donc, Félix Éboué, par la voix de Félix Éboué, donc le Tchad a été le premier à répondre à l'appel du général de Gaulle. Bon. Dans l'histoire, on parle assez peu de la participation des États de l'Afrique centrale, alors qu'ils ont payé le plus lourd tribut. Hein. Ouais, bon, alors que c'est le nom des tirailleurs sénégalais qu'on brandit avant, bon, alors que c'est pas eux qui ont réellement perdu plus d'hommes, c'est plutôt en Afrique centrale. Donc, il faut aussi redonner à l'histoire sa vraie figure, il ne faut pas la galvauder. Donc, maintenant que les Africains ont volé au secours de la France les a payés par la monnaie du singe. Elle a été tellement ingrate envers ces États que, bon, il leur a
donnait un semblant d'indépendance, alors que jusqu'à présent, elle continue de les tenir par les laisses, pour ainsi dire que ces ex-colonies-là, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas réellement indépendants. Ils sont en train de lutter pour conquérir leur vraie indépendance. Voilà, actuellement, là, nous sommes maintenant dans la vraie lutte pour la vraie indépendance des États africains, et surtout les États ex-colonies françaises. Son ingérence dans les affaires africaines, c'est quoi? C'est dû au fait qu'il fallait s'afficher comme puissance mondiale. Or, la France sait qu'elle n'a rien pour être puissante. Elle ne peut que s'appuyer sur ses colonies, exploiter les ressources naturelles de ces colonies pour se développer et même développer sa puissance militaire et économique. Voilà. Donc, pour se maintenir dans les rangs des puissances mondiales, elle est obligée de s'accrocher à ces ex-colonies-là et les maintenir en permanence sous l'état de sous-développement pour qu'elle n'ait pas à s'affranchir économiquement. Et même militairement, on ne leur fournit pas aussi les moyens de se défendre. Donc c'est elle qui doit envoyer son armée quand il y a quelque chose. Mais son armée n'intervient pas non plus pour le bien de ces pays. C'est justement pour maintenir ces hommes de main dans ces États, ces ex-colonies africaines. Voilà, donc imposer à la tête de ces États-là des dictateurs, des sous-fifres à sa solde. Voilà. Donc, son armée n'intervient pas pour régler les affaires africaines, mais pour plutôt secourir et renforcer ces hommes de main qu'il a imposés à la tête de ces États. Maintenant que l'esprit des gens se développe au fil de l'histoire, au fil du temps, on arrive quand même à comprendre beaucoup de choses. Maintenant que les jeunes Africains ont compris ce jeu de la France qui s'est comporté comme un État hypocrite, un État, disons, je dirais un État bandit, puisque la France utilisait d'abord les coups d'État pour maintenir ces hommes-là, protéger ces hommes de main qu'il imposait à la tête de ces États. Donc la France, c'est elle-même qui a exporté les coups d'État ici, en Afrique. Donc les coups d'État ne sont pas des inventions africaines, c'est la France, pour protéger ses sous-fifres. Voilà. Maintenant que cette arme qu'elle a exportée en Afrique a fini par être utilisée en sa défaveur, parce qu'on voit de plus en plus clair, et bien on utilise son arme maintenant pour le combattre. Donc maintenant il trouve que les coups d'État, que ce soit militaire ou quoi que ce n'est pas une bonne chose, elle combat. Mais elle ne combat pas franchement non plus, parce que le même coup d'État ici est condamné, mais un même coup d'État de l'autre côté est considéré comme quelque chose de salvateur. Et deux poids, deux mesures. Nous voyons par exemple ce que la France condamne au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Guinée. Mais c'est la même chose qui se fait ailleurs, comme au Gabon, au Tchad. C'est la même chose. Elle condamne ici, mais elle fait l'éloge de ceux qui sont de l'autre côté, au Tchad et au Gabon. Vous voyez? En Côte d'Ivoire, mais comment Alassane Ouattara est venu au pouvoir? Mais ils ont marché sur des
centaines de milliers d'Ivoiriens. Et puis là même, c'est la France même qui a déployé son armée au vu et au su de tout le monde pour marcher sur la présidence, démolir les murs de la présidence pour aller sortir Laurent Gbagbo et asseoir son homme de main, Alassane Dramane Ouattara. Alors, la France n'est pas un exemple et elle n'a aucune leçon à donner aux Africains. Les terroristes, on a vu plus tard que c'est même bien démontré que c'est la France qui a créé ces terroristes-là pour créer de l'insécurité dans ces ex-États colonisés-là, voilà, et trouver des alibis pour soi-disant leur venir en aide, alors que non, il vient là, c'est pour beaucoup plus asseoir ces terroristes-là, pour qu'ils soient toujours présents, pour qu'on ait toujours besoin d'elles. Elle ne vient pas pour éradiquer le terrorisme, non, en Afrique, non. C'est pour les maintenir permanemment, comme la chicotte, hein, pour tenir au respect l'enfant. Si tu jettes ta chicotte là, l'enfant peut te tenir tête. Mais c'est ça. C'est ce que la France est en train de faire. Les terroristes et les djihadistes là, ce sont ces armées. Voilà. Pour faire le chantage à ces présidents de ces ex-colonies. Voilà. Et maintenant que nos yeux sont ouverts, elle-même, depuis Charles de Gaulle, la France dit que la France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Alors, il n'y a pas d'amis. Donc, nous aussi, on ne doit pas être ses amis. On ne la considère pas aussi comme amie. Nous aussi, on a des intérêts. Et on doit, nous aussi, développer des moyens pour défendre nos intérêts. Voilà. Donc, voilà comment la France a commencé à décliner au niveau de l'Afrique. Et ces ex-colonies, voyant maintenant plus clair, lui ont dit, voilà, maintenant là, il faut qu'on joue carte sur table. Si tu veux bénéficier de nos ressources naturelles là, négocie avec nous. Mais il ne faut pas chercher à les arracher de force comme des brigands de grands chemins là. Ça ne marche plus. Voilà pourquoi on est en train de les chasser. Et ils ne veulent pas partir parce que pour la France, c'est une question de vie ou de mort. Sans ces États-là, la France est morte. Donc, c'est une question d'instinct de conservation qui l'amène à s'accrocher, à ne pas vouloir partir. Voilà. Okay. Et maintenant, aujourd'hui, la France refuse de partir et on se rend compte que je dirais, cette mentalité, sinon même ces ressentiments anti-politique française, grandit avec l'histoire des Niger qui a chassé les Français. Et là, ils sont au Tchad. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire qui lie le Tchad avec la France? Parce que depuis le premier président, le Tchad était mêlé la France était mêlée à beaucoup de choses. Bon, vous voyez la France là, la France ne s'est pas arrêtée seulement à ses colonies. Hein. La France même entreprend d'autres actions pour toujours chercher à conquérir du terrain dans les colonies même lusophones, anglophones, comme au Nigeria, le Biafra. Ça a été un fait de la France. C'est la France qui voulait récupérer cette partie du Nigeria en s'appuyant sur le colonel Ojukwu pour faire une sécession biafraise. Et là, cette histoire du Biafra a été la chose qui a beaucoup plus terni les relations entre le Tchad et la France. Parce que la France avait demandé le secours de l'armée française
notre président Tombalbaye a refusé. Il a pris le contre-pied, il a refusé de soutenir l'armée française dans sa guerre au Biafra. Au contraire, le Tchad a soutenu le gouvernement central du Nigeria avec à sa tête le président, comment il s'appelait, le général Yakubu Gowon. C'était le général Yakubu Gowon qui était président au Nigeria en son temps. Donc, notre président Tombalbaye, comme c'était un vrai panafricaniste, lui, il consentait mal soutenir une force étrangère contre un autre pays africain. Parce qu'avec lui, tous les Africains au Tchad étaient chez eux. Avec Tombalbaye, vous n'avez pas besoin d'avoir la nationalité tchadienne pour être engagé dans la fonction publique tchadienne. Donc, les Africains au Tchad pouvaient s'intégrer à la fonction publique tchadienne sans avoir besoin de changer de nationalité. Et en son temps, moi-même, j'étais encore élève au lycée. Et c'était la guerre du Biafra, c'était en 67, là. En 67, voilà, moi j'étais en troisième. Oui, troisième. 67, 68, j'étais en troisième. Bon, donc, et après la guerre du Biafra, avec le Biafra, le sud du Tchad même, a beaucoup accueilli les réfugiés nigérians, les Ibo en majorité. Donc, après ça, moi j'ai assisté même à cette preuve que Tombalbaye a soutenu le Nigeria, parce que j'ai assisté à l'accueil du général Yakubu Gowon qui est venu atterrir à Moundou. Moi j'étais sur le terrain pour l'accueil de ce président-là. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. J'ai vu de mes propres yeux. Voilà. Donc, c'est pour ça que depuis longtemps, la France avait une mauvaise dent contre le Tchad, contre Tombalbaye. Et jusqu'à ce que, quand Tombalbaye a déclenché sa révolution culturelle et sociale en 1973, bon, ça a augmenté encore le conflit, son conflit avec la France. Et c'est pour ça que la France a tout fait pour le faire, lui faire un coup d'État pour l'éliminer. Gourvenec, c'était un officier français, un officier de l'armée française. Il s'appelait Camille Gourvenec. Voilà. C'était un officier de l'armée française qui était en même temps le patron, le chef de ce qu'on appelait la garde nationale et nomade tchadienne. Gourvenec, un Français, hein, qui est chef de la garde nationale et nomade tchadienne. Vous voyez le ridicule, quand même. Hein? Est-ce qu'un Tchadien peut aller être chef d'une garde en France? Mais elle a fait ça en Afrique et au Tchad. Voilà. Et lui, Gourvenec, était un agent de la SDE-CE, un agent de renseignement, d'espionnage français, qu'on met à la tête de notre garde nationale et nomade. Vous voyez qu'il n'y a rien de logique en ce que la France fait. Et c'est ce Gourvenec-là qu'il a utilisé pour fomenter le coup d'État sur Tombalbaye, en s'appuyant sur un officier de la gendarmerie, le colonel Kamougué. Voilà. Bon, le colonel Kamougué a fait le jeu de la France aussi,
Mais il a quand même induit en erreur les Tchadiens, parce que Kamogé n'était rien d'autre qu'un agent de l'autre là, leur groupe secret là, comment ils appellent ça. Il était membre de la loge franc-maçonne. Voilà, il était de la loge franc-maçonne. Donc, il ne faisait pas en réalité le jeu du Tchad, mais il avait ses intérêts qu'il préservait pour son statut de membre de la loge franc-maçonne. Mais quand même, il a rendu service au sud du Tchad du fait que il a réussi à limiter le massacre des sudistes en N'Djamena en s'opposant à l'armée de Hissène Habré et en bloquant le pont qui était le pont de Chagua, qui était la seule porte de sortie des sudistes. Parce que Hissène Habré voulait bloquer ce pont-là pour que nous, on n'ait pas la possibilité de fuir, pour en finir avec nous en N'Djamena. Et lui, il a envoyé ses gendarmes bloquer là-bas et empêcher l'accès à ce pont-là par les forces de Hissène Habré. Et par là, il a recruté des véhicules de la Coton-Tchad et puis des véhicules de certains grands commerçants pour faire sortir les sudistes à partir de ce pont de Chagua là, pour échapper au massacre de Hissène Habré. Et immédiatement, lorsque Tombalbaye a été assassiné, c'était le général Félix Maloum qu'on a sorti aussi de la prison pour le hisser directement sur le fauteuil présidentiel. Et avec toujours comme la France, ses vrais conseillers, c'était toujours les Français. L'armée française était là-bas avec son armée dans un camp, le camp du but, voilà, qui était occupé par l'armée française. Et c'est eux qui étaient ses conseillers. Et le premier conseil qu'on lui a donné, c'est de nommer Gourvenec à la tête de la commission militaire tchadienne. Gourvenec, un Français, patron de la commission militaire tchadienne du régime de Félix Maloum. Vous voyez? Est-ce que ça pouvait faire bon ménage? C'est comme ça que Gourvenec s'est rendu tristement célèbre chez nous. Et puis Gourvenec, moi je l'ai vu de mes propres yeux, puisque pour le coup d'État, il est venu stationner sa Jeep devant notre porte. Et moi j'étais là, je le regardais. Il était à côté de lui, le sultan Tchonko, l'ancien sultan de N'Djamena. Lui, il avait un calibre, une carabine à air comprimé, 5,5. Donc moi, j'étais là, je me moquais de lui. J'ai dit, les gens se battent avec des armes, vous sortez avec une carabine à air comprimé pour chasser quel oiseau? Donc, Gourvenec, c'est quelqu'un que j'ai vu de mes propres yeux, c'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Donc, je raconte ce que j'ai vu. Voilà. Ouais. Donc, puisque moi, j'habitais juste derrière le King Club, ceux qui connaissaient le King Club, il y avait King Club, et puis une alimentation à Wangaba. Voilà. Et ma maison, notre maison était juste derrière la petite rue qui était derrière là. C'était juste là. Et la porte donnait sur l'espace entre le King Club et l'alimentation à Wangaba. À partir de là, on voit la voie qui va directement vers le camp CTS, là où était le contingent qui assurait la sécurité présidentielle, le CTS. Voilà. Et c'est là que Gourvenec a garé sa Jeep
Et avec son walkie-talkie, il dirigeait l'opération. Voilà. Donc, j'ai même une photo, une photo que j'ai faite le même jour-là. Voilà. Immédiatement, quand ils ont annoncé le cessez-le-feu, je me suis engagé avec deux cousins. On est allé directement vers le camp CTS pour aller regarder les dégâts. J'ai même des photos dans mon album que je garde toujours jalousement. Voilà. Ok. Bon, et les gens parlent de quoi français, comme si les peuples africains haïssaient le peuple français. Loin de là. Il n'y a pas un peuple qui haït un autre peuple. Le problème, c'est les dirigeants. La politique française, c'est ça qui est une très mauvaise politique à l'égard de l'Afrique. Donc, c'est cette politique française-là qu'on hait et qu'on veut que les Français, que le peuple français aussi essaie de faire pression sur ses dirigeants pour modifier cette politique française-là, pour que ces deux peuples, africains et français, puissent se considérer, se respecter au même titre et collaborer pour le bonheur des uns et des autres, pour ne pas que l'un soit exploité et l'autre toujours exploiteur. C'est ça, c'est pour ça qu'on est en train de combattre. Et je dirais que c'est le Rwanda qui a donné le top départ. Hein. C'est le Rwanda qui a donné le top départ. Parce que le génocide que les Français ont commis au Rwanda a ouvert les yeux des Rwandais qui ont réagi. Et c'est l'exemple du Rwanda qui a servi aussi de leçon pour les autres. Après le Rwanda, c'était la RCA. La RCA d'abord, avant d'en arriver au Mali. Donc, le Mali n'est pas le premier. Voilà. Mais le Mali a fait de plus grandes choses encore parce que le Mali allait très vite. Ça a désarçonné la France. Le Mali a prouvé que la France n'est rien. Sa puissance, là, c'est la gueule seulement. C'est ça qui a encouragé les autres aussi à dire, bon, dans ce cas-là, unissons-nous pour la terrasser définitivement. C'est notre ennemi commun. Le Burkina a suivi. Puis aujourd'hui, c'est le Niger. La France est partie mettre tout son arsenal de Barkhane et puis ce qu'elle est en train de retirer du Niger, là, tout ça, là, c'est envoyé au Tchad. Elle croit qu'elle va s'asseoir au Tchad là indéfiniment, mais elle se trompe. Elle partira un jour. La grogne est en train de marteler déjà au Tchad. Les jeunes de maintenant, là, ils sont plus comme nous avant. Là. Nous, on n'avait pas les mêmes moyens de lutte. Aujourd'hui, les jeunes, là, ils ont plus de moyens de lutte que nous. Et eux, ils ne vont pas le faire cadeau à la France. Il faut qu'elle se détrompe. Elle ne va pas rester au Tchad longtemps. Peut-être qu'avant la fin de l'année même, elle risque de partir du Tchad. Hein. Voilà. Et moi, je crois à la jeunesse africaine. Voilà. Je suis vraiment optimiste. Bon, pour la jeunesse tchadienne, là, la tâche est difficile et ça sera plus difficile que les jeunesses des États de l'Afrique de l'Ouest, comme au Mali, au Niger, au Burkina, en Guinée. La tâche de cette jeunesse tchadienne-là ne sera pas facile. Parce que jusqu'à présent, la France a réussi à
réunir autour d'elle un grand nombre de politiciens véreux. Elle leur a lavé littéralement le cerveau et qui sont encore assez nombreux au sein de l'armée et dans toute l'administration tchadienne. Donc, ça va être dur, très dur, mais je crois à cette jeunesse tchadienne-là qui va arriver, et d'ailleurs, ils ont commencé déjà à comprendre, et avec leur réaction, je vois qu'elles ont déjà compris. Mais ils sont en train de trouver la technique, la tactique pour pouvoir être plus efficaces dans leurs actions. Aujourd'hui, le problème nord-sud au Tchad, là, c'est un problème réel que nous connaissons réellement et c'est encore toujours présent dans l'esprit de beaucoup de gens. Ça, la France a beaucoup travaillé, mis du temps pour travailler ça et ça ne peut pas partir facilement. Il y a encore beaucoup de gens qui ont dans leur tête que les nordistes sont faits pour le pouvoir, le commandement, le pouvoir. Et les sudistes sont faits pour être de la main-d'œuvre de ces gens-là, pour être les esclaves des gens du Nord. Donc, les sudistes n'ont pas droit à diriger le pays. Ça, c'est toujours fortement ancré dans l'esprit de beaucoup de gens. Mais ça va tomber. Ça va tomber avec la jeunesse qui est en train de comprendre les choses. La vieille classe là va partir bientôt. Et cette jeunesse qui comprend va prendre la relève et les Français là vont détaler comme des souris. Comme des souris. Donc, moi je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Voilà. Ouais. Mais je conseille à la jeunesse tchadienne de continuer sa lutte. Attention, la France là, peut utiliser des gens parmi vous là, qui vont se montrer patte blanche, qui vont présenter des visages de saints. Mais attention, il faut bien les observer. C'est par leurs actions que vous allez découvrir que ces gens-là sont plutôt des démons à grosses cornes qu'il faut balayer sans pitié. Des gens comme Saleh Kebzabo là. Jeunesse tchadienne. Des gens comme Saleh Kebzabo. Je pense que je n'ai plus besoin de commenter sur ça. Mais vous savez qui il est. Voilà. Merci, merci, merci.